C'est l'histoire de la famille du cœur. Jean a rencontré Sylvie lors d'une soirée avec des amis. C'est le coup de foudre. Leur union donne naissance à deux beaux enfants, Julien et Sabrina. Très tôt, Julien est diagnostiqué autiste. Pouvant suivre une scolarité adaptée dans l'éducation nationale, Sylvie et Jean aimeraient proposer à Julien des activités extrascolaires adaptées à son handicap. Leur ami leur parle de l'association à l'aide. Que propose-t-il ? L'association à l'aide, association pour le lien, l'entraide et le droit à la différence, a été créée par deux mamans qui ont des enfants en situation de handicap devant le fait que l'accessibilité aux activités de loisirs était difficile, voire inexistant. Alors que les frères et sœurs allaient dans des accueils de loisirs traditionnels, MJC, Franca, les jeunes en fauteuil restaient à la maison. Donc ces deux mamans ont décidé de monter cette association avec un objectif, permettre à leurs enfants d'accéder à des activités de loisirs comme tout autre enfant. Et deuxièmement, permettre aussi aux parents d'avoir des moments de répit et de souffler. Voilà. Ce qu'on pourrait proposer à votre fils Julien, c'est des activités, des accueils de loisirs tous les mercredis après-midi, de 13h à 17h30, donc sur le quartier de Palante, à l'école Condorcet. On peut lui proposer aussi des accueils de loisirs pendant les petites vacances. On propose également des accueils de 10h à 17h deux samedis par mois, pour permettre d'avoir cette notion de répit pour les parents, souffler, et des séjours aussi allant de 2 jours à 13 jours. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu plus spécifiquement ces temps d'accueil. Par exemple le mercredi on accueille les enfants donc à l'école Condorcet. Sur cette école on a 7 groupes différents. Qui sont constitués à peu près de 4 à 5 gamins avec un taux d'encadrement spécifique, des activités spécifiques construites par les animateurs. Ces activités sont adaptées à l'autonomie, à la tranche d'âge des enfants. Et du coup, on a sur ces 7 groupes, 2 groupes de jeunes autistes qui présentent un petit peu le même profil que votre fils Julien, donc je pense qu'il irait bien dans ce groupe-là. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de tenir une place dans la vie de la cité, d'acquérir aussi les normes, les codes de la vie en collectivité. Et on pense qu'en démultipliant les expériences extérieures, ça lui permettra effectivement de mieux s'adapter et de gagner en autonomie. Sur les samedis, c'est un petit peu le même fonctionnement, avec un repas le midi qui est pris à l'extérieur, sur le flunch ou des choses un petit peu sympas comme les enfants pourraient faire le week-end. Et puis pendant les vacances scolaires, alors c'est la cantine scolaire qui livre les repas et on a le même fonctionnement que l'école, avec une livraison de restauration scolaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre des différentes choses en place, des pictogrammes, on peut vous envoyer des photos s'il a besoin de se repérer les lieux. Ce qu'on invite aussi à faire, c'est que vous lui montriez un petit peu le chemin, que vous puissiez passer en voiture devant l'école, qu'il se repère déjà, lui expliquer 2-3 semaines avant le premier accueil. Après voilà, nous on a des pictogrammes avec ses copains, les animateurs qui seront là. On peut le rencontrer aussi pour créer du lien. Et ce qui est important, c'est aussi que le premier mercredi se fasse sur une activité qui lui plaît beaucoup. Alors je sais pas, généralement, la piscine marche très bien comme activité. C'est un point d'ancrage avec une activité positive, un lieu qu'il connaît, et les animateurs, justement, ils vont créer du lien par l'amusement dans l'eau avec votre fils. Julien a 12 ans. Il va désormais intégrer un IME afin de poursuivre une scolarité adaptée dans une section dédiée à l'autisme. Ses parents contactent alors l'ADAPI, qui permettra à Julien de bénéficier d'une poursuite de l'apprentissage scolaire et d'une sensibilisation à la professionnalisation, afin de travailler sur son autonomie et sa socialisation. Lorsque Julien a 20 ans, ses parents s'interrogent sur la poursuite de son parcours. Il rencontre le foyer d'accueil médicalisé Les Maisonnées de l'ADMR afin d'établir un diagnostic poussé de sa situation et de découvrir un lieu potentiel de vie pour leur fils adulte. Le pôle enfance de l'ADAPI du Doubs suit environ 900 enfants, adolescents et jeunes majeurs de 0 à 20 ans, 21 ans, sur le registre de la déficience intellectuelle, du pôle handicap ou de l'autisme.
environ 10% des places, donc environ 90 places sur le département, sont dédiées à l'autisme. Alors, 4 étapes. D'abord, en collaboration avec le CAMS, le Centre d'action médico-sociale précoce, ou le CRA, le Centre de ressources autisme, et les services de pédopsychiatrie milieu spécialisés, nous travaillons d'abord sur le dépistage diagnostique dès l'âge de 3 ans. Nous avons des équipes de professionnels qui sont capables d'accompagner les familles pour un diagnostic très précoce. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de permettre une bonne socialisation et une bonne évolution de l'enfant sont importantes. Donc voilà, au-delà de la question du dépistage et du diagnostic précoce, ce qui nous intéresse maintenant, c'est Julien, donc concerné par les phases 2, 3 et 4, on va dire. C'est que la phase 2, c'est la question de l'enfance, donc il a été scolarisé dans une ULIS avec le soutien de la CESAD. Et puis l'MDPH nous a proposé maintenant ce qu'il intègre à 12 ans à une IME, puisque la scolarité au collège n'est plus envisageable pour Julien. Donc l'accueil en IME est tout à fait possible dans le cadre d'une section d'enfants autistes. Il y aura 2 étapes, ça veut dire la question de 12 ans, 16 ans, où là ce sera la poursuite de la scolarité autant que faire se peut, la poursuite de l'éducation structurée et une dose de sensibilisation à la pré-professionnalisation. Parce que l'idée, maintenant l'objectif, c'est qu'à 16 ans, on se soit donné un maximum de chance pour Julien en termes d'autonomie, de langage, de socialisation, pour qu'il puisse intégrer une formation professionnelle, si on veut qu'à 20 ans, il puisse avoir une insertion professionnelle. Donc c'est vraiment ces étapes aujourd'hui qui s'ouvrent à Julien, à 12 ans, à 16 ans, à 20 ans. Et à 20 ans, on fera un point sur sa situation bien entendu. Et ce qui peut s'envisager, c'est soit une insertion en milieu ordinaire, tout simplement, avec un service de suite, avec par exemple un travail en milieu ordinaire ou en ESAT, ou bien d'intégrer un EANM, établissement d'accueil non médicalisé, ou un EAM, établissement d'accueil médicalisé, ou éventuellement une maison d'accueil spécialisée qu'une section d'enfants autistes. Mais tout ça, c'est pour la suite. Aujourd'hui, l'important, c'est l'accueil et de poursuivre les compétences de Julien, l'acquisition de compétences autour de la scolarisation et de la formation professionnelle pour également pour développer toutes les habiletés sociales autour de l'éducation structurée avec vous, parents, en tant que premier partenaire. Voilà. Au-delà de la question de Julien, sachez que nous travaillons vraiment sur une logique de parcours avec tous les partenaires du milieu spécialisé. C'est pas qu'une histoire d'API, c'est aussi une histoire avec l'hygiène sociale, avec ces amants autisme, avec le milieu hospitalier. Et puis l'idée, c'est vraiment que la pierre angulaire de tout ce projet de parcours, c'est la famille. Il n'y a rien de plus important que la famille de Julien, parce que c'est vous qui serez toujours présent auprès de votre enfant, et que les institutions, les services ne feront que passer. Donc l'important, c'est vraiment vous, et on apporte autant de soins dans le projet de Julien que le soin de vous accompagner. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir déjà chez nous. Vous avez pu visiter le bâtiment, voir à quel point cet établissement était neuf et agréable, très adapté à nos jeunes adultes autistes. Donc Julien doit venir chez nous. Si j'ai bien compris, Julien n'est pas encore tout à fait orienté soit foyer de vie avec ESAT, soit foyer d'accueil médicalisé. Nous allons tout d'abord essayer de voir un petit peu le niveau de compétences, de capacité qu'a Julien. Pour ça, notre psychologue va faire des évaluations, plus pour travailler et pour voir ses relations sociales, ses comportements avec autrui, sa communication, la notion de choix, comment est-ce qu'il la gère, la notion d'adulte, parce que quitter un IME pour venir dans un établissement pour adultes, ça change quand même très sérieusement la donne. Après, notre infirmière va également faire tout un tas d'évaluations sur son autonomie physique. La toilette, l'autonomie pour le manger, pour s'habiller, pour choisir ses vêtements, tout ce qui est comme ça, autour de son autonomie physique, et tous les soins, la capacité à gérer son traitement. Nous proposons ici des activités plus à visée thérapeutique avec le musicothérapeute, l'ergothérapeute, l'équithérapeute, la médiation animale, l'art thérapeute. Après, nous avons des activités plus dites Montessori pour le travail, la continuité du travail scolaire, des activités plus ludiques avec la visite et le travail avec un artiste, M. Kim Nazar, un peintre local. Ils vont à la piscine, au cinéma, au restaurant, ils font du ski, ils font tout un tas de choses comme ça, toutes les activités créatives. Mais principalement, vu qu'ils ont 18 ans, tous majeurs,
Nous tenons à leur reconnaître leur statut d'adulte par le travail, donc nous les mettons au travail. Ça veut dire qu'ils vont à un atelier maraîchage, ils vont faire de la menuiserie, ils entretiennent les locaux, leur linge, ils font les vitres, ils entretiennent les véhicules, ils font du jardin, ils font tout un tas de choses comme ça. Je n'oublierai pas non plus notre moniteur éducateur sportif pour tout ce qui est activité motrice, puisqu'ils ont tous en moyenne moins de 30 ans, donc un besoin et une appétence forte pour le sport. Donc, toutes les activités dont je vous ai parlé sont bien évidemment portées par une équipe pluridisciplinaire. J'avoue, en 25 ans de direction, avoir la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Infirmières, éducateurs, moniteurs éducateurs, AMP, AES, cuisinier, la cuisinière qui prend des jeunes avec elle pour faire des ateliers, notre agent d'entretien qui prend également des jeunes pour nettoyer les voitures, notre femme de ménage qui elle aussi a des jeunes qu'elle accompagne dans l'entretien des locaux. Nous avons vraiment la chance d'avoir une équipe extraordinaire avec un médecin d'établissement sur chaque site qui ont tous les deux très bien compris notre population. Donc je vous invite maintenant à voir et revoir un peu telle et telle pièce qui vous ont plu dans notre établissement et j'espère qu'on pourra répondre vraiment très efficacement à l'accueil de Julien par une évaluation très très précise pour chaque acte de la vie quotidienne. Sabrina a grandi. Elle vit désormais seule dans un petit appartement. Un soir, en rentrant chez elle après une soirée entre filles, elle est victime d'une agression physique dans la rue. Traumatisée par cet événement, elle développe des troubles psychologiques sévères. Ses parents sollicitent de l'aide et un soutien moral auprès de l'UNAFAM pour pouvoir accompagner et soutenir leur fille. Souffrant de paranoïa, Sabrina a peur de sortir à nouveau et de revivre seule. Ses parents souhaitent l'encourager à conserver son logement en bénéficiant des services proposés par Eliade. L'UNAFAM est une association nationale, donc nous on est une délégation départementale d'une association nationale. Et UNAFAM, ça veut dire Union nationale des amis et familles de malades psychiques. Donc notre principale tâche c'est d'accueillir les familles, les proches, parce que, pour les écouter, les orienter dans le parcours médical. La difficulté pour les enfants malades psychiques, c'est d'avoir accès aux soins. Alors quelquefois, ils sont dirigés tout naturellement vers un hôpital psychiatrique, mais ce n'est pas forcément la première porte d'entrée. Quelquefois, la première porte d'entrée, c'est le CMP, c'est-à-dire le centre médico-psychologique qui est à proximité. Et puis très souvent, on rentre dans la maladie psychique par une grosse crise qui fait que l'enfant est fini aux urgences et puis ensuite il est dirigé tout naturellement vers un hôpital psychiatrique. Une des positions de l'UNAFAM, c'est que nous on réclame l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique avec les familles. C'est-à-dire on demande que les médecins acceptent de discuter avec la famille. Et là, les parents, ils deviennent infirmiers, enfin, ils surveillent le planning, les rendez-vous, les médicaments, et tout. Donc, ils sont aidants. Officiellement, on parle d'aidants familiaux. On se préoccupe de ce qu'il y a à côté du soin. Donc, si votre fille, elle est soignée, elle est bien prise en charge, il faut aussi qu'elle ait accès à une vie sociale. Ce qu'on leur recommande, c'est d'aller participer aux activités d'un groupe d'entraide mutuelle, où ils vont rencontrer des gens qui ont la même pathologie qu'eux ou des pathologies semblables, voilà, qui vivent la même situation. Un spécialiste du CHU de Besançon, le professeur Affen, qui est lui expert en troubles bipolaires et qui a souhaité rencontrer les familles à peu près une fois tous les 3 mois. Donc on invite les familles à venir et on peut lui poser toutes les questions qui nous passent par la tête sur les soins, sur les traitements, sur l'évolution de la recherche, parce que les chercheurs au groupe fondamental, on organise, la délégation organise des formations tous les ans qui sont gratuites sur les troubles psychiques, sur comment accompagner quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires. Vous pouvez aussi téléphoner au siège de l'UNAFAM. Il y a un service d'écoute national, gratuit, anonyme. Là, vous pouvez poser toutes les questions sur la maladie, sur votre comportement, à des psychologues. Et puis, si vous adhérez à notre association,
Vous pourrez avoir accès à une revue qu'on édite trimestriellement, qui s'appelle Un autre regard, et qui donne des infos chaque fois sur un thème différent. Eliade est une association qui est présente sur tout le territoire du Doubs, de la Haute-Saône, ce qui représente environ 1000 communes. L'objectif est de pouvoir permettre à des personnes de vivre à leur domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, en leur proposant des services diversifiés, les plus adaptés, personnalisés et modulables. En collaboration avec Sabrina, votre fille, et vous qui êtes ses parents, le responsable de service va instruire un dossier de prise en charge financière auprès d'un organisme compétent afin de rechercher la meilleure prise en charge pour la mise en place des interventions à domicile. Pour Sabrina qui souhaite intégrer un appartement et conserver son autonomie, il est possible de mettre en place différentes choses. Tout d'abord avec les aides à domicile. Les aides à domicile peuvent apporter un soutien à Sabrina, un soutien à travers l'entretien du logement, à travers l'entretien du linge, mais également l'aider à préparer par exemple ses repas. Il faut savoir qu'il existe aussi la possibilité de mettre en place du portage de repas. Et l'aide à domicile peut venir ponctuellement ou régulièrement, quotidiennement, réchauffer les repas auprès de Sabrina, si cela la rassure. Nous pouvons aussi accompagner Sabrina en course, l'accompagner ou aller faire seule les courses, si elle préfère ne pas sortir de son domicile. Si elle appréhende de sortir du domicile, nous pouvons aussi accompagner Sabrina à ses rendez-vous extérieurs, ses rendez-vous médicaux par exemple. Il est essentiel que l'aide à domicile puisse apporter un soutien moral, un réconfort, puisse apporter aussi une confiance, que Sabrina puisse retrouver confiance et aussi l'envie d'aller vers les autres. Grâce à cette relation de confiance qui va se nouer avec Sabrina, avec votre fille, peut-être qu'elle souhaitera aussi par la suite pouvoir bénéficier d'autres services. Des services tels que l'aide à la toilette, par une aide à domicile avec laquelle elle se sentira à l'aise, qui connaîtra ses habitudes de vie, son mode de vie, mais aussi peut-être avec un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile. Nous pouvons aussi envisager de mettre en place une ergothérapeute qui vienne à domicile évaluer les besoins et l'aménagement de son logement. Il est important que l'aide soit la plus adaptée possible à l'évolution des besoins de Sabrina, à l'évolution de son état de santé également. En termes de santé, nous travaillons régulièrement au quotidien avec des infirmiers libéraux, des partenaires extérieurs. Ces infirmiers libéraux sont amenés à préparer les traitements et les aides à domicile peuvent intervenir pour s'assurer de la bonne prise des médicaments à domicile. En tous les cas, il y a une palette de services. Je peux vous laisser mes coordonnées et également les différentes brochures. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus de renseignements et que nous puissions nous rencontrer à nouveau, même à domicile, pour que je puisse expliquer au mieux à Sabrina cette relation qui va se mettre en place avec l'aide à domicile. Je vous remercie. Un soir, Jean est victime d'un accident de voiture, lui laissant des séquelles irréversibles suite à un traumatisme crânien. Après une hospitalisation de plusieurs semaines, il retourne vivre auprès de Sylvie. Le couple doit alors s'adapter à cette nouvelle vie. Suite à un entretien avec la MDPH, il contacte l'association des familles de traumatisés crâniens pour bénéficier d'un accompagnement physique et d'un soutien moral. Les années passent et Sylvie aimerait mettre en place une mesure de protection judiciaire pour son mari. Elle sollicite alors le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux de l'UDAF du Doubs afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre d'une première démarche pour accompagner votre mari, Jean, qui a eu un traumatisme crânien. La MDPH nous a contactés en nous sollicitant pour vous accompagner, puisque c'est sur une décision de la MDPH. On va avoir besoin de faire une première rencontre qu'on commence aujourd'hui pour déterminer quelle est votre vie de famille, comment était votre mari avant son accident, comment vous vous projetez aussi sur le retour à domicile, quels pourraient être vos besoins.
La FTC aujourd'hui, elle a un panel de dispositifs, de services pour vous accompagner. Charge à nous de déterminer ce qui est le mieux dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Et aujourd'hui, au regard des premiers éléments que nous avons, on va parler de SAMSA. Alors c'est un acronyme, mais qui veut dire un accompagnement médico-social à la maison. Et on va devoir se rencontrer avec des professionnels, médecins, des professionnels tels qu'ergothérapeutes, infirmiers, une psychologue, une neuropsychologue, pour déterminer jusqu'où on a besoin de vous accompagner. Et on va rencontrer aussi Jean, bien sûr. Si aujourd'hui il n'est pas là, on devra le rencontrer. Donc on se déplacera chez vous pour voir votre environnement et mettre en place cet accompagnement qui se fait sur 2 ans. Alors ça c'est un temps délimité, mais qui peut se prolonger. Et on se donne quand même plusieurs mois, voire 6 mois, pour faire une première évaluation dans le temps avec tous les professionnels. Et on détermine à l'issue de ces 6 mois avec un médecin qui est notre partenaire, médecin neurologue, si le SAMSA de notre association est la solution la plus adaptée pour vous. On parle de votre mari Jean, mais on parle de vous aussi, on parle de votre famille. La famille, ce sont les enfants, les frères et sœurs, et puis c'est aussi votre environnement à la maison. Est-ce qu'il y a besoin d'adapter votre environnement? Et on vient en appui aussi dans l'organisation, soit des rendez-vous médicaux, paramédicaux, soit dans l'appropriation des nouveaux locaux, des nouvelles salles de bain qu'il faut préparer. Enfin, voilà. Et on va aussi vous orienter sur le centre d'accueil de jour, puisque il semble que votre mari ait besoin aussi de sortir de chez lui, d'un isolement qu'on doit prévenir, et l'accueil de jour de la FTC est aussi une passerelle possible pour rompre l'isolement et lui permettre de découvrir des activités, de reprogrammer une certaine autonomie dans la vie quotidienne, et ce qui vous permettra à vous également d'avoir du répit. Il y a plusieurs activités qui permettent de remobiliser certains savoirs, certaines connaissances, voire faire émerger des besoins et des envies, mais qui ont un lien aussi avec les possibilités de votre mari. C'est l'exemple de la mosaïque, où on reconstruit dans l'art certains tableaux, certaines choses, et ça permet à la personne de renouer avec sa motricité, de redévelopper un peu sa dextérité. C'est aussi planifier des animations, des sorties à l'extérieur, programmer un budget pour une animation. C'est aussi un atelier bois, on va construire des choses en bois, des tableaux avec du bouchon de liège, c'est magnifique. Et c'est une fierté, quelque chose qu'on met aussi au profit de notre association, puisque chaque activité a un bénéfice pour l'usager, mais aussi pour l'association. Et c'est un support, par exemple, pour nos cartes de vœux. C'est aussi des grands spectacles qui se préparent sur 1 an. Et effectivement, c'est très fédérateur, très mobilisateur, puisque quand on est dans l'art, on se met à nu. Et un grand spectacle théâtral, c'est aussi jouer une autre personne, et c'est oublier soi-même pendant quelques secondes, et c'est se redonner confiance en soi. Voilà, donc il y a pléthore d'animations possibles, et c'est aussi les bénéficiaires, les personnes traumatisées crâniennes, qui sont force de proposition. Donc le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, c'est un service gratuit géré par l'UDAF du Doubs, qui propose des informations sur les différentes mesures de protection et ainsi qu'un soutien technique pour les tuteurs familiaux. La loi du 5 mars 2007 prévoit de donner la priorité aux familles pour gérer les mesures de protection de leurs proches. C'est pourquoi, depuis 10 ans, l'UDAF a mis en place ce service pour répondre aux besoins des familles. Il y a la sauvegarde de justice, qui est une mesure temporaire qui peut être prononcée pour la réalisation de certains actes ou alors pour les situations d'urgence. Il y a aussi les mesures de curatelle, qui sont des mesures d'assistance, c'est-à-dire que le curateur va réaliser les démarches avec la personne protégée. Et il y a des degrés différents au niveau des curatelles. On peut retrouver la curatelle simple et la curatelle renforcée. Et l'une et l'autre va être prononcée en fonction de la situation de la personne. On a aussi les mesures de tutelle, qui sont des mesures de représentation. Là, le tuteur fait les démarches à la place de la personne protégée. Il prend des décisions seul ou alors avec l'accord du juge. Et il y a aussi un nouveau dispositif qui a été créé pour les personnes qui ne sont plus du tout en état de manifester leur volonté et qui se trouvent dans une situation familiale sans conflit. Il s'agit là donc de l'habilitation familiale qui peut s'apparenter aux mesures de tutelle, puisque la personne habilitée va représenter les intérêts de la personne, mais c'est une mesure qui est plus souple pour la personne qui va la gérer, puisqu'il n'y a pas de compte à rendre au juge. Alors vous, en
tant qu'épouse, vous pouvez adresser une requête directement au juge du tribunal judiciaire le plus proche du domicile de votre époux. Cette requête devra être accompagnée d'un certificat médical circonstancé établi par un médecin expert qui est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. J'ai d'ailleurs le formulaire, j'ai la requête que je peux vous remettre et pour laquelle je peux éventuellement vous aider pour la remplir. Par le biais de cette requête, vous aurez la possibilité d'indiquer si vous souhaitez être désigné pour gérer la mesure de protection ou s'il est plutôt préférable de désigner un professionnel. Il faudra donc informer les différents organismes qui ont un lien avec la situation de votre époux. Il faudra établir également un inventaire de patrimoine en début de mesure et réaliser des comptes de gestion tous les ans. Si vous rencontrez des difficultés pour établir les comptes de gestion, sachez qu'on organise des réunions collectives par rapport à ça. Pareil pour les autres démarches, on peut aussi vous recevoir de manière individuelle lors de rendez-vous physiques, soit à votre domicile ou dans les locaux de l'UDAF, et on peut également échanger par téléphone ou par mail. Et hormis tout cet aspect technique, on a organisé des temps d'échange avec d'autres tuteurs familiaux et un psychologue pour que vous puissiez partager les autres difficultés que vous pouvez éventuellement ressentir.